Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire. Il s'agit de parler des livres en cours de lecture ou de ceux que j'ai terminés durant la semaine précédente. Et donc il y a généralement plusieurs livres qui m'occupent. Aujourd'hui, il y a 5 livres dont je vais parler de manière plus ou moins longue. Ces 5 livres, parmi ceux-ci, alors il y a Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq que j'ai lu pendant quasiment 2 heures ou 1 heure 3 quarts dans une vidéo précédente et donc que j'ai déjà largement commenté, une vidéo fleuve où je suis entré dans une nuit, celle de la visite, quasiment au cœur du livre, dans le 5e chapitre, enfin pas tout à fait encore, vers la moitié du livre, et un plaisir extraordinaire à lire cette œuvre dont le style est absolument fascinant. Et donc, je ne vais pas en parler tellement de ce Rivage des Sirtes, je vous invite à aller suivre, peut-être par petites étapes, ma lecture marathon de ce Rivage des Sirtes qui m'occupe donc encore pendant quelques temps, puisque c'est un livre assez long, assez dense et extrêmement bien écrit. Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Mais venons-en aux lectures que je fais pour moi, aux lectures qui m'occupent durant mes temps libres. Et 4 livres dont j'ai tous déjà parlé, du moins en grande partie. Celui dont j'ai le moins parlé, c'est dans Albert Camus. Albert Camus, ça fait quelque temps que je suis plongé dans cette pléiade des essais de Camus, ancienne pléiade datant de peu de temps après la mort de Camus, et donc d'une époque qui paraît assez ancienne. Et j'ai lu la semaine passée les actuels numéros 2 qui nous renvoient dans les années 1950 en grande partie, époque de la guerre froide, où Albert Camus prend une position tout à fait originale, semble-t-il, pour l'époque où les gens étaient sommés de choisir un camp. Il y avait ceux qui défendaient le communisme et ceux qui défendaient le capitalisme, et la guerre froide entre les deux. Et chez les intellectuels, c'était une guerre extrêmement figée, ou en tout cas extrêmement dure, et où celui qui trahissait la cause était exclu. Et Camus trahissait doublement la cause. Il était de la famille de la gauche, mais un anticommuniste extrêmement vif. Et évidemment, quand on sait aujourd'hui ce qu'a été le communisme durant cette période-là d'après-guerre, encore à l'époque de Staline, les chroniques d'Actuel 2, c'est entre 1948 et 1953. 53, c'est la mort de Staline. Donc c'est vraiment encore le communisme des camps, celui dont je reparlerai tout à l'heure quand je reparlerai du pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, même si c'est un peu plus récent comme livre. Et donc dans ces actuels, il prend position donc contre les communistes purs et durs. Il prend aussi position contre ceux qui réhabilitent l'Espagne de Franco, donc contre certains mouvements de droite. Et donc il y a véritablement un équilibre qu'il faut trouver. La question de la révolte, qui était celle du livre précédent, L'homme révolté, occupe énormément encore Albert Camus. Et puis cet engagement qui, au fond, se veut toujours être un engagement auprès de ceux qui souffrent. Quel que soit le pouvoir qui les fait souffrir, c'est des gens qui méritent d'être véritablement défendus.
et indépendamment des idéologies. Avec une valeur essentielle qui est la liberté. Voici ce qu'écrit, par exemple, Albert Camus dans un passage qui s'appelle « Création et liberté », à propos du fait que, à l'UNESCO, on accepte à la fois des pays comme l'Espagne franquiste encore à l'époque, Franco qui a pu avoir le pouvoir grâce à Hitler, et en même temps la Pologne par exemple, communiste qui a pu instaurer ce régime-là grâce à Staline. Et donc Camus voit que en Espagne et en Pologne à ce moment-là, la liberté est bafouée. Et donc voilà ce qu'il écrit. Comment rompre alors ce cercle infernal ? Il est bien évident qu'on ne peut le faire qu'en restaurant dès à présent, en nous-mêmes et autour de nous, la valeur de liberté, et en ne consentant plus jamais à ce qu'elle soit sacrifiée même provisoirement ou séparée de notre revendication de justice. Ce même provisoirement est très important pour Camus parce que c'est la revendication ou c'est la justification, notamment dans les pays communistes. On sacrifie la liberté pour l'instant parce qu'on prépare des lendemains qui chantent, mais qui sont toujours pour demain ou après-demain et qui n'arrivent jamais. Le mot d'ordre d'aujourd'hui, pour nous tous, ne peut être que celui-ci, sans rien céder sur le plan de la justice, ne rien abandonner sur celui de la liberté. Voilà la ligne de crête où se situe Camus, en particulier les quelques libertés démocratiques dont nous jouissons encore, ne sont pas des illusions sans importance, et que nous puissions nous laisser ravir sans protester. Elles représentent exactement ce qui nous reste des grandes conquêtes révolutionnaires des 2 siècles derniers. Elles ne sont donc pas, comme tant d'astucieux démagogues nous le disent, la négation de la vraie liberté. Il n'y a pas une liberté idéale qui nous sera donnée un jour d'un coup, comme on reçoit sa retraite à la fin de sa vie. Il y a des libertés à conquérir, une à l'une, péniblement, et celles que nous avons encore sont des étapes, insuffisantes à coup sûr, mais des étapes cependant sur le chemin d'une libération concrète. Si on accepte de les supprimer, on n'avance pas pour autant, on recule au contraire, on revient en arrière, et un jour nouveau, il faudra refaire cette route, mais ce nouvel effort s'accomplira une fois de plus dans la sueur et le sang des hommes. Voilà un texte qui aurait pu être écrit aujourd'hui. C'est la démocratie, la liberté qu'il s'agit de défendre concrètement et non idéologiquement. Voilà ce qui pousse Albert Camus dans ses actuels. Donc un livre qui ne vieillit pas tant que ça, même si c'est une autre époque que la nôtre. Et justement, cette liberté, elle a pu être bafouée, elle a pu être menacée, elle l'est de toute évidence, notamment dans les régimes communistes, mais aussi par, aujourd'hui, le capitalisme effréné qui détruit la planète. Et les 3 livres dont je vais encore parler ont tous ce lien-là, avec certaines ambiguïtés. Ces 2 livres-là, c'est-à-dire Le pays disparu de Nicolas Offenstadt, dont j'ai terminé la lecture, et puis Le pavillon des cancéreux d'Alexandre Solzhenitsyn, que je continue et que j'avance, que je lis avec beaucoup d'intérêt en ce moment, ont une position qui est un peu opposée. Et puis vient le temps d'après, qui n'est peut-être pas un lendemain qui chante, avec Gene Eklund, là aussi
J'en reparlerai, mais peut-être commencer par Ce pays disparu de Nicolas Offenstadt. J'en ai déjà parlé. Ce monde du communisme que rejette Albert Camus, que rejettera aussi Alexandre Solzhenitsyn, ce monde où l'on ôte les libertés, faut-il l'effacer une fois qu'il s'est effondré? N'a-t-il que des défauts? Nicolas Offenstadt, en historien, va parcourir la RDA. Il pose la question dans un de ses chapitres: effacer la RDA, République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est, point d'interrogation. En traquant tout ce qu'il en reste, alors il va sur les lieux, il va découvrir beaucoup d'endroits où il essaye de voir ce qu'il en reste. Il rencontre les gens qui ont vécu cette époque-là, époque pas si ancienne que ça, et montre qu'il peut y avoir une nostalgie, qu'il y a au niveau social par exemple des choses qui ont disparu et qui peut-être n'étaient pas si mauvaises que ça, même si tout n'était pas rose non plus. Donc cette vision nuancée de ce monde-là, elle me paraît intéressante. Elle est peut-être dans la suite d'un Albert Camus qui ne prend pas position en disant c'est le communisme qui sauvera le monde ou c'est le capitalisme. Non, c'est une vision qui essaye de reconstituer les choses telles qu'elles étaient. Il se rend notamment à Schwerin qui est en ancienne RDA, une ville du nord-est de l'Allemagne. J'ai le souvenir de m'y être rendu dans cette ville-là aussi une fois, sans trop me rendre compte qu'on était en ancienne Allemagne de l'Est. Il restait rien, ou du moins rien de visible, sauf peut-être pour des gens comme Nicolas Offenstadt, ou pour les gens qui ont vécu cette époque-là. Le voyage en car depuis Schwerin me paraît interminable. Il quitte même Schwerin. Mais dès l'arrivée, l'étrangeté du lieu, donc il se rend dans un haut lieu déserté de cette RDA, me le fait oublier. On saisit immédiatement que ce village n'est pas comme les autres, que l'architecture parle d'un temps révolu, d'un temps politique. Les villages modèles devaient montrer qu'avec la construction du socialisme, le monde rural allait rattraper les standards de vie en ville. Mestlin, c'est donc le lieu où il se rend, un village, dont il reste peut-être quelque chose de la RDA, fait partie des premiers choix car tout en ayant un réseau d'accès routier correct, le lieu est peu développé et tout ou presque y manque. Canalisation, courant électrique, etc. Une arriération idéale pour fabriquer les paysans nouveaux. Le plan de 1952 montre l'ambition du projet. Donner au village toutes les institutions d'une ville, de l'hôpital à la maison de la culture en passant par une structure scolaire imposante. Il y sera même construit une crèche, rareté à l'époque. Donc, que reste-t-il de ce lieu construit? Allons voir un tout petit peu plus loin. Mestlin est organisé autour d'une place centrale qui s'appelle toujours la Marx-Engels-Platz. Elle semble hors de proportion et cette dimension contraste avec l'impression de village fantôme que dégage aujourd'hui l'endroit. Les lettres effacées sur les murs des anciennes boutiques plus ou moins transformées en maisons d'habitation renvoient aussi à un autre temps. Mais sur la place, c'est la maison de la culture qui annonce les ambitions et le volontarisme passés. Dans un style néoclassique, le bâtiment est imposant, 1954-1957. Il offre à l'époque toute une palette de loisirs et d'activités aux habitants du village modèle. Restaurants, théâtres, cinéma, salles de concert pour des centaines de spectateurs, bibliothèques, gymnases, studios d'enregistrement, presque une vie urbaine à la campagne. Il est ouvert lors de ma visite, 2012.
et l'on peut y déambuler assez librement. L'impression est étrange, celle de parcourir une relique avec le vestiaire ou le luminaire tellement RDA. Une exposition semble vouloir lui donner une vie contemporaine. Dès que l'on vadrouille un peu, hors des pièces les plus accessibles, on retrouve vite le demi-abandon de tant de bâtiments RDA. On y découvre, comme souvent aussi, de petits trésors, comme ces beaux vitraux qui représentent le monde paysan au travail, dans un style volontariste, caractéristique de ce modèle réaliste soviétique. Et il y a ici un cliché pris à l'endroit même. Après l'unification, le bâtiment fut transformé en discothèque, un recyclage courant dans l'Allemagne des années 1990 pour les grands espaces. La Joy Disco Palace Mestlin. Là, tout d'un coup, on sent tout d'un coup le passage à un autre monde, qui ne survécut pas au-delà de 1996 et laissa l'endroit dans un état d'abandon. L'aménagement de la discothèque au mépris des lieux, fresques recouvertes, lustres abandonnés ou détruits, a choqué les habitants. L'envahissement destructeur des Wessis, les Allemands de l'Ouest, les édiles et des groupes de volontaires cherchent depuis à ressusciter la vocation culturelle du bâtiment et le rénovent. Les initiatives s'accélèrent à la fin des années 2000, avec le soutien d'institutions locales, nationales et européennes. Depuis 2017, plusieurs concerts d'importance y sont donnés, mais les structures porteuses et le financement restent précaires. Donc on voit ces lieux immenses à l'abandon qu'on essaye de faire revivre, évidemment pas comme si c'était encore l'époque de la RDA, mais en gardant quand même quelque chose. Donc il y a toute cette ambiguïté-là. Il y a tout un chapitre sur les résistances et le renouveau qui a lieu justement dans ces pays-là, et puis autour du cinéma, de la littérature, on va tourner des films dont des décors ressemblant à celui que je viens de lire, avec un aspect un peu fantomatique. Par exemple, un film court d'un certain Stéphane Trampe qui s'appelle Der Contrôleur, le contrôleur, dont on voit là encore quelques images. C'est sans doute dans le film court de Stéphane Trampe que le lieu abandonné incarne le plus dramatiquement le destin d'un ancien de l'Est. Ces gens qui se retrouvent un peu perdus dans le nouveau pays. Le garde-frontière retraité, Hermann Hofstedt, der Contrôleur 1994-95, se rend régulièrement à son poste, pourtant fermé après l'unification. Évidemment, il n'y a plus de poste de frontière à l'intérieur d'un même pays. Et accomplit des gestes professionnels, y mène même des conversations fantômes, comme s'il ne s'était rien passé. Plusieurs plans larges montrent Hermann arrivant devant ce lieu qui paraît immense et incongru pour un homme seul. Il emmène la serveuse qui l'a pris en sympathie sur les lieux, avant de perdre tout repère, de l'arrêter et de l'interroger, revêtu de son uniforme, ainsi qu'un automobiliste de passage. Voilà ce qu'il reste de ce pays-là. Voyage assez fascinant que ce pays disparu, dont il ne faudrait peut-être pas tout à fait perdre la mémoire contrastée, mémoire souvent dure, et évidemment dans Solzhenitsyn, opposant au régime soviétique à l'époque, on a aussi ce souvenir d'un système en Union soviétique comme en RDA, extrêmement dur, mais en même temps où il y a par exemple les progrès de la médecine qui sont assez importants, et dans ce pavillon des cancéreux, on est dans ce huis clos où on participe à la vie des cancéreux, des malades et des médecins, les rapports humains qu'ils ont entre eux, et puis derrière l'organisation de l'URSS, les problèmes qu'il y a, la question des camps qui a énormément intéressé Solzhenitsyn, qui lui-même a fait des années en camp au goulag, et qui évidemment est resté
connu pour son archipel du Goulag. Ici, on n'y est pas, mais on a des personnes reléguées, c'est-à-dire qui sont sorties du Goulag et qui ne peuvent pas revenir à Moscou, du moins avant l'amnistie qui concernera certains d'entre eux à l'époque de Khrouchtchev. Après la mort de Staline, ce qui choque un membre du parti qui est lui-même malade, mais qui reste un fidèle de Staline et qui est très surpris 2 ans après la mort de Staline, donc en 1955, de ne pas voir les gros titres du journal célébrer la mort de son héros, célébrer ce héros-là, non pas qu'on oublie, mais qu'on met un peu de côté. C'est l'époque de ce qu'on a appelé la déstalinisation. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est cette vie quotidienne du malade confronté au cancer, ce qu'on lui dit, ce qu'on ne lui dit pas, les traitements qu'on essaye de lui administrer, mais souvent les malades sont réticents, et puis les rapports entre médecins, infirmières surtout, et malades, rapports qui parfois sont extrêmement proches, et qui justement ont quelque chose qui amène dans ce monde qui peut sembler extrêmement dur, extrêmement plombant. La mort rôde un peu toujours. On n'en sort pas souvent vivant de ces lieux-là. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement vivant dans ce livre. Vous avez un personnage qui s'appelle Kostoglotov qui est de moins en moins malade, semble-t-il. On ne sait pas trop si c'est une rémission provisoire, parce qu'il est toujours à l'hôpital. Et puis qui fricote, disons, avec infirmières et médecins, femmes, une certaine Zoé, par exemple. Et on a ce contraste qui est assez terrible entre les malades quasiment mourants et puis l'amour qui naît. Il s'était mis à la regarder, et il ne la regardait pas avec des yeux de malade. Les piqûres, il n'y songeait même pas. Ils étaient déjà d'accord là-dessus. Il regardait ses yeux à fleur de tête qui semblaient prêts à sortir de leur orbite. « Allons, quelque part, Zoé. » Zoé, c'est l'infirmière. Ce n'étaient plus des mots, mais une sorte de borborigme grave. Plus sa voix s'assourdissait, plus celle de Zoé devenait haute. Elle rit étonnée. « Quelque part en ville ?» Dans la salle des médecins. Elle s'ouvrit à son regard pressant, et dit sans jouer, « Voyons, Oleg, ce n'est pas possible. J'ai beaucoup de travail. » Il eut l'air de ne pas comprendre. « Venez. » « C'est juste, fit-elle, j'avais oublié qu'il fallait que je remplisse un ballon d'oxygène pour... » Elle eut un mouvement de la tête en direction de l'escalier, prononça même peut-être le nom du malade. Il n'avait pas entendu. Il la suivit et ils descendirent l'escalier jusqu'au palier du dessous. Ce malheureux tout jaune au nez pincé, qu'un cancer des poumons achevait de ronger, avait-il toujours été si petit ou était-il rabougri par la maladie ? Il était si mal que lors des visites on ne lui parlait plus, on ne lui posait plus de questions. À présent il était assis dans son lit, respirant l'oxygène du ballon. Un graillonnement sortait de sa poitrine. Il y avait longtemps qu'il était mal, mais aujourd'hui son état avait à ce point empiré qu'un œil inaverti aurait pu le remarquer. Il avait terminé un ballon et il y en avait un autre vide à côté de lui. Il était si mal qu'il ne voyait plus du tout les gens qui passaient ou qui s'approchaient. Ils lui prirent le ballon vide et descendirent plus bas. « Comment le soignez-vous » ? « Nous ne le soignons pas. C'est un cas inopérable et les rayons X n'ont pas eu d'effet. »« Vous n'opérez pas du tout la cage thoracique ? » ?»« Dans notre ville, pas encore. »« Alors il va mourir. »
Elle acquiesça de la tête. Et bien qu'ils eussent entre les mains un ballon d'oxygène destiné justement à l'empêcher d'étouffer, ils oublièrent sur le champ son existence, parce que quelque chose d'intéressant était sur le point de se produire. Et là, on voit ce mélange entre ce malade mourant, cette scène absolument terrible où il est condamné, et puis l'idylle qui naît entre l'infirmière et un autre malade, moins mourant que le précédent. Et ces contrastes-là, entre la vie et la mort, au fond, sont au cœur de ce livre-là, avec aussi toute la dimension soviétique et les problèmes de ce monde communiste qui effleure ici. Vous n'opérez pas du tout la cage thoracique, dans notre ville pas encore. On voit que le malade pourrait être sauvé ailleurs, mais tout n'est pas si également réparti qu'on veut bien le croire dans un pays qui pourtant met l'égalité comme valeur suprême. Donc, ce pavillon des cancéreux, extrêmement humain comme livre, où le rapport humain entre malades, entre les différents malades, entre les malades, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les visites qui viennent sont mis en avant. Et le dernier livre dont je vais parler met aussi en avant cet aspect humain dans un monde où ce pavillon-là ne peut plus exister parce que tout s'est effondré. Le temps d'après de Gene Eklund que j'ai terminé, là aussi j'en ai déjà parlé, avec ce récit fait par un jeune homme qui a vécu toute sa vie dans la forêt. Dans la forêt, c'est le livre qui précède le temps d'après. L'écriture est assez éloignée, il y a, je crois, une vingtaine ou une trentaine d'années entre les deux livres. Celui-ci est tout récent, il est paru, si je ne me trompe pas, en 2025. Donc, l'année même où je suis en train de parler. Donc, il est tout récent, mais le premier date de la fin du XXe siècle. Donc il y a un temps qui s'est écoulé, peut-être un peu plus court. Notre personnage a une quinzaine d'années. Et il nous raconte avec un langage un peu à lui, avec des mots qu'il invente, cette vie dans la forêt avec ces deux mamans qui sont deux sœurs, les deux seules personnes humaines qu'il rencontre au début du livre. Il y aura, vers la fin, la rencontre d'autres personnes, dangereuses peut-être, perdues sans doute, et fascinantes pour celui qui ne les a jamais vues, qui en a à la fois peur et qui les désire à quelque part. Et ce livre est très intéressant dans la mesure où ce qu'il décrit n'est évidemment pas le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être le monde de demain. Un monde où tout se serait effondré, mais il ne s'agit pas d'une dystopie. Il ne s'agit pas d'un monde de la catastrophe. Il s'agit du temps d'après. Il s'agit du temps où l'on invente un autre rapport au monde. Ce rapport au monde qui met notre lien avec la nature, avec la forêt, avec les autres êtres vivants au cœur, c'est sans doute un lien qui déjà aujourd'hui, un rapport au monde qui est en train de se construire dans certains milieux face à d'autres milieux qui mettent en avant au contraire la poursuite du saccage du monde et de la destruction du monde d'avant qui tient encore le coup et qui résiste malheureusement, a-t-on envie de dire, mais en même temps, s'il s'effondre et qu'on se retrouve dans le monde très dur qui est décrit ici, c'est peut-être pas non plus
si idéal que ça. Bref, c'est un livre qui donne à penser sur notre monde actuel et sur notre avenir. Vivrons-nous encore longtemps dans les conditions qui sont les nôtres, avec un développement incontrôlé des technologies et en pompant l'énergie de la planète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, mais qu'est-ce qui fera quand il n'y aura vraiment plus rien, ou quand il y aura les riches qui vont s'enterrer dans les bunkers? C'est aussi quelque chose qui est évoqué dans ce livre-là, avec là, véritablement, l'aboutissement terrible du capitalisme qui ne sauve que ceux qui ont de l'argent. Ce qui fait que peut-être que le monde communiste décrit chez Solzhenitsyn ou chez Nicolas Offenstadt, monde dénoncé aussi par Albert Camus, a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Cette idée d'égalité et de liberté et de justice dont parle Albert Camus, elle est aussi là. Il y a aussi une égalité avec la nature. Cette idée que nous sommes des êtres naturels et qui devons vivre en harmonie avec celle-ci. Il y a des scènes très belles aussi de rapport aux petits animaux, au ciel, à la lune, par exemple, dans ce livre-là. Donc c'est un livre vraiment, vraiment très beau, que Le temps d'après de Jean Eklund. Voilà, c'était donc ma petite revue des lectures en cours ou terminées, beaucoup d'entre elles d'ailleurs terminées, mais je vous reparlerai de Solzhenitsyn, je vous reparlerai sans doute de Camus et de Julien Gracq la semaine prochaine et les semaines suivantes. Et je vous dis donc